Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir ce matin encore dans le cadre de nos semaines thématiques de la place créative. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, cette semaine, on va parler de écologie. Ops. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Je suis heureuse de t'accueillir ce matin à notre webinaire. Alors, Guillaume, parle-nous un petit peu de toi. Donc, je m'appelle Guillaume de Vaubyerloz. Je suis conseiller en maîtrise de l'énergie et mobilité décarbonée à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, donc depuis bientôt 1 an et demi. Et je vais vous présenter assez succinctement ce que je fais au niveau de la Chambre pour les entreprises. Et vous allez voir, ça va être une thématique très intéressante. J'espère. Alors, la CCI d'Hérault a mis en place un accompagnement dans le cadre de solutions développement durable. Alors, c'est encore un terme, donc il faudrait que tu nous expliques un petit peu comment ça marche. D'accord. Pour résumer un petit peu, je vais vous expliquer assez brièvement la démarche un petit peu Solutio. Donc, ça va comporter des actions qui peuvent aller de l'information de premier niveau. Donc, ça va être tout simplement une entreprise nous contacte, elle a des demandes sur des informations réglementaires, sur des demandes d'aide ou s'il existe des subventions. Donc, ça va toucher à ce premier niveau d'information. On va avoir ensuite des entreprises qui ont un besoin d'accompagnement un petit peu plus poussé. Donc, on va rentrer dans une démarche d'entretien personnalisé. Donc, on va recevoir l'entreprise ou se déplacer directement à son contact pour un petit peu identifier ses besoins, ses interrogations, pour l'accompagner au mieux. Et en général, cet entretien personnalisé va donner lieu à un plan d'action, tout ce qui va être mise en place de bonnes pratiques, quelles sont les aides mobilisables et le cas échéant, l'accompagner dans cette démarche d'aide. Au niveau, moi, de tout ce qui va être thématique que je vais gérer, il va y avoir tout simplement la maîtrise de l'énergie. Donc, tout ce qui est réduction, optimisation des consommations d'énergie. On va avoir aussi un volet sur la rénovation énergétique sur lequel je reviendrai. Donc, ça va toucher à l'isolation, les systèmes d'ambiance climatique. Ce que j'appelle ambiance climatique, c'est chauffage, climatisation. C'est simplement la chaleur renouvelable ou un petit peu d'ENR. On a aussi une action nouvelle pour la CCI cette année, donc l'action mobilité, qui va toucher tout simplement une première partie de sensibilisation sur la ZFE, donc la zone faible émission de la métropole de Montpellier, ou encore du coup sur la nouvelle action qu'on a en place, qui est tout simplement une étude d'opportunité sur les remplacements de véhicules ou de flottes de véhicules à destination du coup des entreprises. Pour terminer un petit peu de présenter l'offre solution, on a aussi un accompagnement sur des labels environnementaux. Donc, il y en a quelques-uns qui sont cités. On a la labellisation Envol, qui est un petit peu plus pour des groupes industriels. La labellisation Clé Verte, qui, elle, va particulièrement toucher les établissements touristiques. Donc, qui est bien connu, quand même. C'est ça, qui est un label international, Clé Verte. Qui va toucher donc les hôtels, les restaurants. Et enfin, le label Imprime Vert, qui, comme son nom l'indique, va toucher les imprimeurs, tout simplement. Encore une fois, on a un mot qui correspond. C'est ça, c'est assez Si on facile. on ne sait pas trop. Ok, donc alors on va rentrer dans les vifs du sujet et on va partir donc sur la rénovation énergétique de votre local professionnel avec Rénov' Petit tertiaire. Alors, c'est quoi ça encore, Rénov' Petit tertiaire? Je vais déjà un petit peu expliquer le titre. Qu'est-ce que le petit tertiaire? Donc, on appelle petit tertiaire tout simplement une activité tertiaire, des locaux à usage tertiaire qui vont être de moins de 1000 m². C'est pour faire la différence avec tout ce qui va être le grand tertiaire qui, lui, est concerné par le fameux décret éco-énergie, appelé décret tertiaire, qui va fixer une obligation de réduction des consommations sur différents paliers à horizon 2050, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, ce n'est pas du tout notre cible. Ce programme va toucher donc, le petit tertiaire, donc moins de 1000 m². C'est un programme qui est porté par la région, donc Occitanie, et qui va être destiné à accompagner les entreprises sur des questions de rénovation. Puis il y a des questions sur les financements, quelles sont les aides mobilisables, comment les mobiliser, puisque c'est la jungle un petit peu au niveau des aides, il y a beaucoup de dispositifs, certains souvent ne sont pas très connus. Donc l'idée, c'est vraiment de diriger les entreprises vers ces aides si elles peuvent y prétendre. Et on a un autre volet qui est là plus du conseil personnalisé, un petit peu comme ce que j'avais évoqué au niveau des offres solutions, qui là, on va accompagner le chef d'entreprise dans une démarche du coup de rénovation, voir quelles sont les actions prioritaires pour la rénovation de ces locaux et le cas échéant, encore une fois, quels sont les dispositifs financiers
qui peuvent correspondre à ces projets, à ces plans d'action. Et au niveau financement, est-ce que cet accompagnement, elle est prise en charge ou est-ce qu'il faut que je paye ou C'est ça, comment ça c'est-à-dire fonctionne? que pour les entreprises, il n'y a aucun reste à charge du coup de ces prestations. Donc, que Ça ce fait déjà une soit bonne la nouvelle. demande de conseil ou même quand je me déplace en entreprise, faire un plan d'action, regarder un petit peu l'état du bâtiment. Tout ça est entièrement pris en charge du coup par la région en l'occurrence. Oui, ça, c'est une bonne chose, Oui, hein, effectivement, parce que c'est une bonne surtout chose. pour les petites entreprises, comme on a beaucoup sur notre C'est territoire, ça. déjà, on fait cette démarche et puis en plus, il faut payer pour un diagnostic. C'est quand même déjà un bon dispositif. Alors, juste, comment il va se dérouler cet accompagnement? Donc voilà, pour un petit peu reprendre le pourquoi du comment tout ça va se passer, on a tout simplement un chef d'entreprise qui nous contacte. Donc de préférence, c'est mieux qu'il y ait un premier contact par mail, comme ça vous avez un petit peu le temps de nous expliquer la situation point par point, qui vous êtes, quelle est votre activité aussi, puisqu'en fonction des profils d'activité, on ne va pas forcément avoir la même approche. Une fois que c'est un petit peu le cas, on va avoir une discussion en général au téléphone et ça va, moi, me permettre de savoir s'il y a plus besoin d'un conseil ou plus d'un accompagnement qui va être personnalisé. Et si besoin d'accompagnement personnalisé il y a, on va tout simplement se rendre sur site. On va demander évidemment au chef d'entreprise quelques éléments d'information dont on va avoir besoin un petit peu pour diagnostiquer l'état du bâtiment et aussi savoir comment orienter cette stratégie de rénovation. C'est assez simple. Et puis après, on a évidemment un livrable qui va être remis au chef d'entreprise pour faire un petit peu état de tout ce qui a été fait jusqu'alors, de nos hypothèses et évidemment du plan d'action que l'on propose assez simplement. Moi, j'aime bien quand tu parles de simple parce que déjà, quand on dit il faut mettre en place une démarche d'économie énergétique, etc., bon, mais déjà, ça a l'air compliqué, coûteux, long, difficile. Alors, si tu dis que c'est simple, explique-nous un petit peu comment ça peut se mettre en place d'une manière simple. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. C'est l'exemple, par exemple, qui va toucher tout ce qui va être éclairage. Donc l'éclairage, c'est quelque chose, c'est une dépense d'énergie que j'appelle visible dans une entreprise, puisque allumer une ampoule, c'est un geste que l'on fait et on sait que ça consomme de l'énergie. Et on le voit tout de suite. Et on le voit tout de suite. Là, par exemple, j'aime bien rappeler dans les entreprises que je vois et qui ont une problématique d'éclairage, quelques éléments de réglementation. C'est toujours important pour moi aussi de rappeler ce que dit la réglementation au niveau des entreprises. Donc, vous avez là tout simplement un tableau qui récapitule donc du coup le niveau d'éclairage recommandé minimum pour les usages, en fonction des usages des locaux. Donc, les luxe, c'est une unité qui mesure du coup l'éclairage, tout simplement. Merci, j'allais te demander. C'est ça, effectivement. Donc, vous voyez qu'en fonction des usages du bâtiment, on n'a pas les mêmes degrés d'exigence. Et ça va jouer aussi énormément puisque sur certains endroits, certaines pièces, on ne va pas avoir besoin d'autant de lampes qu'il y en a. Il faut juste que ça soit confortable pour le salarié ou la personne tout simplement qui travaille ou les clients. Pas forcément besoin d'en mettre trop. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien reposer un petit peu de contexte réglementaire sur les stratégies de rénovation. Ensuite, je vais un petit peu m'attaquer à démystifier, si je puis dire, un peu vulgariser. Oui, voilà. Vulgariser un petit peu tout ce qui va toucher à la rénovation ou au système concerné. Admettons, j'ai une entreprise qui va avoir une problématique de chauffage dans l'indice climatique et elle veut mettre en place une pompe à chaleur, mais elle ne sait pas quel type de pompe à chaleur. Donc plutôt, moi, que de passer une heure littéralement à lui expliquer les différents types, comment ça fonctionne, j'ai des petits tableaux récapitulatifs qui vont permettre de peser assez rapidement. Donc le but, c'est d'être aussi assez rapidement le pour et le contre du coup, sur les différents systèmes. De cette façon, on a un chef d'entreprise ou un référent environnement, peu importe la personne que j'ai en face de moi, qui commence à avoir un petit peu de matière pour pouvoir discuter à terme avec les chauffagistes, les climaticiens, ce genre de choses, sur les différents systèmes qui peuvent convenir à l'entreprise. Parce que si ça se trouve, une pompe à chaleur, c'est pas la bonne solution. C'est ça, effectivement. Donc l'idée, ça va être, moi je donne un premier niveau, évidemment, je n'impose rien à l'entreprise. L'entreprise est toujours décisionnaire de ce qui va se faire, mais au moins elle a les outils en main pour savoir, selon moi, quelle est la solution pertinente. Et dans tous les cas, après, on pourra regarder au niveau de l'artisan ou de l'entreprise qui va le poser. J'aime bien dire que moi, j'étudie plutôt les opportunités, les possibilités. Tout ce qui va être faisabilité, ce sera évidemment les entreprises qui vont s'en occuper derrière. Pour l'installation, évidemment, c'est leur travail.
Donc, pour que vous compreniez bien tout ce qui sont derrière votre écran, tu nous as pas préparé un petit exemple. C'est ça. Parce que Donc là, je vous donne un exemple donc, de plan d'action, un petit récapitulatif, un tableau récapitulatif du coup d'action visant une entreprise. Donc j'ai dit à peu près son activité. Donc c'est un commerce non alimentaire. Ils vendent des pièces mécaniques automobiles. C'est un bâtiment de 850 mètres carrés, donc qui n'est pas concerné par le fameux décret éco-énergie ou le décret tertiaire, donc qui rentre dans du petit tertiaire. Qui va disposer d'un espace de vente, de stockage et de bureau. Et l'idée, c'est que sur ce bâtiment, j'ai fait un petit tableau récapitulatif sur les actions que je recommande. On a au niveau de la partie entrepôt, du coup, on avait une problématique assez forte en hiver, du coup, de froid, tout simplement, dans l'entrepôt. L'entrepôt, voilà, c'est un grand volume d'air à chauffer, c'est pas forcément évident. Évidemment, il y avait des c'est pas forcément isolé. C'est pas forcément isolé. L'entrepôt, ça craint toujours. En plus, ce bâtiment des années 90, niveau d'isolation est soit quasiment inexistant, soit très faible. Ok. Puis là, en l'occurrence, c'était de la tôle. Ok, donc là, on a tout faux, c'est assez compliqué de garder de la chaleur dans de la tôle. Par contre, une fois qu'elle est rentrée, elle est rentrée. Ah oui, une fois qu'elle est rentrée, après, l'été, c'est autre chose. Mais voilà, donc l'idée, ça avait été de travailler sur la mise en place, donc ce qu'on appelle de déstratificateurs. Pour simplifier, ce sont des ventilateurs qu'on va mettre en hauteur. Et leur but, c'est de casser les strates. En fait, la chaleur va se mettre en couche, tout simplement, au fur et à mesure qu'on monte. Et le but, c'est de casser ces couches en renvoyant l'air chaud en bas. De cette façon, on n'a pas forcément besoin d'augmenter la puissance du chauffage ou de chauffer plus, mais on a un système qui va brasser l'air et faire en sorte que l'inconfort thermique froid se réduise de plus en plus. Au niveau du process, j'avais par exemple indiqué un contrôle sur le compresseur. C'était une entreprise qui utilisait un compresseur au niveau de le conditionnement des cartons qui vont partir du coup dans les pour les différents clients. Et l'idée, c'est que ce circuit fuyait énormément. Dans la pièce du compresseur, on arrivait, on entendait la fuite. Il n'y avait même pas à la chercher. Ah oui, à ce point-là. C'est ça. Avec du savon, de l'eau et du savon, on entendait la fuite. Et il faut savoir qu'un compresseur, quand il tourne, 80% de l'énergie que vous allez utiliser du coup dans ce compresseur, elle va servir juste à chauffer le compresseur. Elle est perdue sous forme de chaleur. Il n'y a que 20% qui vous sert à comprimer l'air. Donc, vous pouvez assez facilement imaginer que si vous avez des pertes d'air, c'est le compresseur derrière qui va systématiquement tourner. Ouais. Donc ça, ce sont des choses, donc des recherches de fuite, ça ne coûte pas spécialement d'argent, c'est une démarche qui peut être mise en place en interne, ça demande juste de l'organisation. Et ça peut vous permettre du coup de faire assez d'économies sur l'équipement. On pourrait s'imaginer de mettre en place un entretien, une vérification une fois par semaine ou une fois par mois, je ne sais pas. Ouais, voilà, et puis même si au niveau de la puissance appelée, voilà, on passait juste dans le local et si on entend une fuite, c'est que voilà, en général, c'est au niveau des coudes. Faut pas se leurrer, c'est souvent là. Ensuite, au niveau des bureaux, donc on avait une problématique d'éclairage, il subsistait encore quelques néons. Moi, je conseille les néons plutôt d'attendre qu'ils meurent, remplacez-les dès que vous en avez les moyens. Puisqu'au final, sur la durée de vie de l'équipement, il va consommer 2 à 3 fois plus qu'une LED pour le même prix. Donc, quand même. Autant, oui. Sur certains très mauvais néons, on est à 3 fois par rapport à une LED de qualité assez bonne quand même. Voilà. Donc, on remplace les néons. Ça, c'est facile. Voilà. L'idée, surtout qu'en plus, les néons, en général, vont par deux. Il y en a toujours un qui est plus ou moins grillé que l'autre. Et en fait, il continue à pomper de l'énergie, mais il n'y a pas d'éclairage. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. C'est dès qu'on a les moyens de le faire, on change. Sinon, on peut le changer petit à petit. C'est ça. Après, l'idée, ça va être de regarder aussi au niveau des LED. Toutes les LED ne se valent pas, mais investir dans une LED de bonne qualité avec beaucoup de capacité d'éclairage pour peu de consommation, c'est ce qui est assez important. D'accord. Au niveau du coup, donc toujours des bureaux, on va arriver sur la partie ambiance climatique. Donc l'idée, c'était de mettre en place un système de régulation du coup de l'ambiance climatique, donc chauffage, climatisation, pour en fait que l'entreprise puisse utiliser ce chauffage et cette climatisation de façon plus pertinente. Il n'y a pas besoin qu'on chauffe la nuit, il n'y a pas besoin qu'on refroidisse la nuit, donc c'est bien d'automatiser ces systèmes, comme ça on n'a pas forcément à y penser, et ça nous évite l'erreur de le laisser tourner tout le week-end par exemple. Ben oui, parce que ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien, parce que ça consomme aussi l'énergie et ça coûte de l'argent du coup à la structure. Voilà. Et l'idée, c'est quand même d'économiser. L'idée, c'est d'économiser, c'est d'utiliser intelligemment l'énergie dont on a besoin. Autre chose, on avait un remplacement du coup des anciennes pompes à chaleur. Voilà, ce sont des équipements en général avec 15 à 20 ans de durée de vie. Quand on voit que ça arrive vers ces dates-là, on a des frais d'entretien assez répétitifs. Songez à les changer, d'autant plus que les systèmes actuels sont beaucoup plus performants
que les systèmes d'avant. Mhm. Et l'idée aussi, sur ces pompes à chaleur, en particulier sur les RR, c'est toujours la question du dimensionnement. Donc voilà, on y reviendra un petit peu plus tard sur les parties des points à vérifier. Et enfin, dernière chose importante, là c'est un petit investissement, on avait du coup la mise en place de protection solaire. L'entreprise ne pouvait pas mettre des protections solaires externes, donc ce que j'appelle protection solaire, ça va être tout élément qui empêche en fait tout simplement les rayons du soleil de rentrer directement par les ouvertures, donc vitres, portes vitrées. Et ça permet d'éviter de faire rentrer de la chaleur, et par conséquent, ça vous évite aussi à la climatisation de continuer à produire du froid pour maintenir une certaine température en intérieur. Donc, c'est des simples films C'est des films, voilà. qu'on colle contre la fenêtre. On colle contre la vitre. Je pense que vous l'avez tous déjà vu. C'est ça. C'est quelque chose qui se met facilement en place. Ça permet, voilà, c'est assez simple et c'est quand on n'a pas forcément la possibilité de mettre des stores ou ce genre de choses. Et surtout, ça ne réduit pas significativement la quantité de lumière qui rentre. Quand même de la lumière qui rentre, c'est juste un petit peu plus opaque. Oui, pas qu'on croit qu'on est dans le... Voilà, le but, c'est pas d'avoir un rideau baissé qui nuise. Alors, on a déjà plus d'ampoules. C'est ça, voilà. L'idée, c'est pas d'allumer l'éclairage en plein jour. Effectivement. Voilà un petit peu pour présenter, c'était ce tableau récapitulatif qui a préparé un plan d'action pour notre. C'est pas si compliqué finalement. Non, après c'est énormément un travail qui est co-construit. Voilà, on écoute beaucoup l'entreprise sur ses problématiques, comment elle fonctionne, puisque toutes les solutions sont pas forcément pertinentes en fonction de comment l'entreprise vit tout simplement. Et le but c'est d'être au plus près de comment elle fonctionne pour avoir des solutions qui soient les plus pertinentes, tout simplement. Oui, parce que chaque entreprise est quand même unique et donc demande de solutions. C'est ça, chaque entreprise est unique, chaque bâtiment est unique, il n'a pas été conçu de la même façon. Donc c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit au cas par cas, tout simplement. Alors, Guillaume, à quoi un chef d'entreprise doit faire attention? Alors, du coup, quand il y a une volonté d'avoir des travaux de rénovation, de réfléchir, on commence déjà à avoir ce petit degré de réflexion, l'idée c'est de se rapprocher des personnes qui peuvent vous aiguiller. Comme je l'ai dit, en Occitanie, les réseaux des CCI du coup, sont habilités du coup, à accompagner les professionnels sur les questions de rénovation. Aussi nos collègues de la CMA qui le font. Et l'idée, c'est nous, on est là pour vous dégrossir le terrain et à vous accompagner, voir qu'est-ce qui peut être fait, quelles sont les aides. L'idée aussi, c'est de ne surtout pas signer des devis directement. Toujours prendre le temps d'aller voir plusieurs professionnels, on ne répétera jamais assez, mais au moins 3, pour avoir des devis, des ordres de grandeur de combien ça va coûter. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des aides, il va y avoir des critères de performance exigés sur les équipements. Donc, si vous faites un devis avec du premier prix ou quelque chose qui est directement là, c'est peut-être possible que vous n'ayez pas l'aide parce que l'équipement n'est pas assez performant. Ah, ok. Il vaut mieux investir un petit peu plus sur un équipement qui consommera un petit peu moins pour une même qualité de service que d'investir rapidement dans quelque chose au final qui va vous coûter plus cher en consommation. L'idée, c'est toujours un petit peu de regarder combien ça peut vous permettre d'économiser. C'est pour ça que nous aussi, on peut calculer des taux de retour sur investissement de l'équipement, moyennant certaines hypothèses, effectivement. Donc, mot d'ordre, adressez-vous à quelqu'un qui s'y connaît. C'est ça. Notamment Guillaume. Et un autre mot d'ordre, ne pas signer de devis. Ne pas signer de devis et demander plusieurs. Même, voilà. Et autre chose pour terminer, toujours favoriser des entreprises reconnues RGE, donc qualifiées RGE, puisqu'en général, les dispositifs d'aide vont être conditionnés à ce que l'entreprise qui fait les travaux soit RGE. Donc c'est un label qui impose certaines exigences aux entreprises et qui donne lieu à des contrôles de chantier pour être sûr que la qualité du travail fait et correspond bien du coup aux normes, tout simplement. Et toujours pareil, si vous ne savez pas, envoyez-nous un petit mail et puis on donnera toutes les réponses nécessaires ou on vous redirige merci, vers des personnes compétentes et qui pourront... Voilà, c'est ça. Si vous avez le moindre doute, il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter sur ça. Et ne signez rien. Voilà, toujours ne rien signer, c'est très important. Alors, donc, on va parler des bons éco-gestes aussi, parce que, bon, là, c'est un peu la jungle, j'ai l'impression, parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi. Alors, Guillaume, tu peux nous parler un peu des éco-gestes? Très bien. Bon, je vais vous prendre un petit exemple un peu pour vous parler d'éco-gestes. Donc là, on a illustré la répartition moyenne de consommation énergétique par usage dans un commerce non alimentaire, une boutique assez classique. Donc là, on a par exemple le chauffage, c'est 40% de la consommation, la climatisation 21% et l'éclairage 13%. Donc je vais me concentrer sur ces 3 premiers points pour vous indiquer quelques éco-gestes. Oui.
Alors, ça ne concerne pas la région d'ici, hein, Non, parce que ce n'est 40% pas des chauffages et ce n'est pas la 21 région clim. Occitanie, effectivement, quoique dans certains départements au niveau des Pyrénées, on peut, mais c'est à l'échelle nationale. Ce sont des ordres de grandeur. Effectivement, ici, dans l'Hérault, on imagine Ça assez peut-être. facilement que le chauffage est un peu plus faible que la climatisation, Ouais. qui, elle, représentera la plus grosse partie des dépenses là-dessus. Et voilà, c'est commerce non alimentaire. Si on change un petit peu de profil, on va avoir des choses qui vont s'ajouter. Mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. D'accord, merci. Mais nous, d'ailleurs, à la CCI, on se propose effectivement, si une entreprise veut mettre de façon pertinente des plans d'action, des économies d'énergie, on se propose du coup de réaliser la répartition des consommations au travers d'un bilan énergétique. Donc, on est en mesure d'affiner ça. Donc, au niveau du chauffage, on va commencer un petit peu par le plus gros des consommations. On va avoir quelques éco-gestes assez simples. Ça va concerner tout simplement la régulation de la température du chauffage en fonction des locaux. Donc, en fonction de l'usage qu'on va avoir d'un local, on ne va pas mettre la même température dans les différentes pièces. On conseille en général 23 degrés, par exemple, dans les vestiaires, 19 degrés dans tout ce qui va être l'espace de vente. Ça, je rappelle aussi que ça va être CT dans les obligations du plan sobriété énergétique dont on a eu tous connaissance cet hiver. On doit les maintenir, cette plan. Oui, dans l'idéal. Ouais. Je trouve Et aussi, c'est pas ça. mal. Puisque dans tous les cas, au final, 19 degrés dans un local où il y a des gens, ça équivaut à 20 degrés, puisque l'humain produit quand même de la chaleur. Donc au final, plus on est dans une pièce, plus la température augmente assez facilement, quoi. Donc le besoin en chauffage brut va lui diminuer. Ça paraît logique encore. C'est ça. 14 degrés dans les espaces pour faire du sport, voilà, ou encore 8 degrés dans les espaces de stockage, puisque comme on dit que c'est pas forcément il y a énormément de passage, ça reste du stockage. Pas besoin d'aller chauffer du stock. J'en ai vu, c'est pour ça que je me permets. Ah, tu as vu ça? Oui, j'en ai vu. Donc c'est pour ça que je me permets. Ça paraît du bon sens, mais pas forcément pour tout le monde. On peut aussi, par exemple, si on dispose de radiateurs, les purger. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'au final, si vous avez de l'air dans votre circuit d'eau chaude, qui va vous permettre du coup de chauffer vos radiateurs, vous allez diminuer en fait l'efficacité tout simplement de votre système de chauffage. C'est comme à la maison, on l'a fait une fois dans l'an, par année. Par année, quand on entend glou, il faut. C'est ça, voilà. Si vous entendez exactement le glou, des petits bruits au niveau de la tuyauterie, c'est qu'en général, il y a des bulles d'air qui se sont glissées, et ça, c'est très mauvais pour la répartition du coup de la chaleur au sein des radiateurs. Encore une fois, ça c'est facile à faire. Oui, c'est assez facile à faire, voilà. C'est là où vous verrez que des actions qui ne nécessitent pas d'investissement à proprement parler. On ne va pas changer quelque chose. C'est vraiment, on se concentre sur l'existant pour lui permettre d'utiliser plus intelligemment l'énergie. Okay. Donc ça, par exemple, à titre d'ordre de grandeur, c'est 2% de la consommation de l'équipement. Donc juste une purge. C'est pas mal. Hein. Et pour quelque chose qui, au final, voilà, est assez simple. Ça coûte rien, ça prend juste un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Et puis c'est vite fait, quoi. C'est ça. Super. Ensuite, on a par exemple, toujours au niveau de ces fameux radiateurs, tout simplement les désobstruer. Donc libérer l'espace autour d'eux pour qu'ils puissent diffuser au mieux la chaleur. Puisqu'en général, voilà, si on masque un radiateur, on va diminuer le transfert et par conséquent, on chauffera beaucoup moins. Alors oui, on chauffera peut-être la serviette qu'on a mis dessus. On la tordra un peu aussi parce qu'elle va devenir un petit peu cartonnée. Mais l'idée, c'est vraiment de libérer l'espace autour. Donc déjà, avec une serviette au-dessus, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne moins bien. Ah, une simple serviette déjà. Ça fonctionne moins bien. Ok. Parce qu'au final, il n'y a pas la même capacité de transfert. Les radiateurs sont en fonte parce que le métal transfère bien la chaleur, mais le tissu ne transfère pas la chaleur aussi bien que le métal. Donc il y a pas mal de choses, ça diffusera quand même de la chaleur, mais moins bien. Pas tant. Ah, ok. Bon. Voilà, tous les matériaux n'ont pas la même capacité de transmission de la chaleur, et ça explique aussi certains choix qui ont été faits. Mais là, par exemple, on imagine du coup une entreprise qui obstrue du coup son système de chauffage, on peut avoir, ça peut être 15% de la consommation de l'équipement quand même. Avec le fait de l'empêcher du coup de fournir la chaleur, ça peut assez bloquer. 15%, c'est pas mal. Mais voilà, encore une fois, ce sont des ordres de grandeur, ça peut être plus comme ça peut être moins, mais en moyenne, c'est ce qu'on a constaté. Moi, j'ai déjà vu des armoires d'avoir un radiateur. Bon, autant de ne pas en avoir. Et voilà, l'idée, c'est autant ne pas en avoir, effectivement. Et après, dernier petit conseil qui peut être bien, c'est conditionner la mise en route du chauffage, tout simplement, si possible, à la présence des personnes dans les pièces. Si on sait qu'il n'y a personne le week-end, à chauffer. Et pourtant, ça, c'est des choses qu'on peut assez facilement vérifier et qui souvent sont le cas. En tout cas sur du bâti assez ancien.
le chauffage ne s'éteint pas. Donc, il chauffe les locaux, le week-end, dans les périodes. Oui, c'est vrai. Bon, c'est une geste qui est vraiment très basique et très simple. On l'a tous appris quand on était petit. Quand tu quittes la pièce, tu éteins la lumière. Ou quand tu ouvres la fenêtre, éteins le chauffage. Enfin, bon, bref, moi, je l'ai entendu beaucoup dans ma vie quand j'étais petite. Mais c'est vrai, quand on travaille, bon, ben, on ferme la porte et on s'en va. On n'y pense pas. Donc, si c'est pas automatisé, on aura tendance facilement de oublier, quoi. C'est ça. Après, voilà, on est tous humains. Ou alors, il faut faire une petite. Ou le mettre, voilà, dans les procédés d'organisation, voilà, dans l'organisation du travail, tout simplement. On va passer maintenant à la climatisation, qui, en l'occurrence, dans l'Hérault, ça va être un des plus gros postes de consommation. Donc, chose à savoir importante, c'est pas autorisé du coup de climatiser quand il fait moins de 26 à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose à rappeler. Donc voilà, combien de degrés on a aujourd'hui? Est-ce qu'on peut mettre la clim en route ou est-ce qu'aujourd'hui c'est interdit? Cet après-midi, ce sera possible, mais ce matin, non, par exemple. D'accord. Non, mais... Après, voilà, il faut voir aussi s'il y a de la circulation de l'air ou des gens qui ouvrent, etc. On n'a pas forcément besoin. Après, ça dépend du ressenti de chacun. 27, ça peut être une température qui est convenable pour certains et pas pour d'autres. Mais voilà, là, c'est l'aspect réglementaire qui rentre en compte. Donc, ayant en tête, au-dessous de 26, pas de climatisation. En dessous de 26, pas de climatisation. Ensuite, on peut évidemment, toujours un petit peu comme le chauffage, optimiser la température de la climatisation. L'idéal, c'est qu'on conseille entre 8 et 10 degrés d'écart entre la température de consigne à l'intérieur et l'extérieur. Alors évidemment, c'est sujet à certaines variations. On va pas, comme cet 40 dehors, voilà. climatiser à 30 à l'intérieur, effectivement, mais l'idée, c'est pas non plus de climatiser à 20, parce que là, en plus, il y a des risques sanitaires au niveau de personnes qui peuvent être fragiles, de faire un bon choc thermique, c'est pas forcément. Ou alors, ils quittent plus jamais le bureau. Ou alors, ils quittent plus jamais le bureau. Enfin, voilà, après, on est tous plus ou moins rentrés dans des boutiques, où il fait extrêmement froid. On ne sait plus exactement ça, c'est horrible, comment fonctionner et ça peut être assez dangereux. Ça, par exemple, l'optimisation de la température en fonction de l'extérieur, ça peut représenter jusqu'à 6% de l'équipement au niveau de sa consommation. Donc, je précise bien de l'équipement, pas de la facture globale. C'est toujours important de le préciser. Et après, évidemment, on peut, en plus de ça, si l'appareil possède une fonction de programmation, du coup, programmer la clim pour qu'elle se déclenche 1 heure, une demi-heure avant qu'on arrive, de façon à ne pas avoir systématiquement la climatisation contournée ou ce genre de choses. Bien sûr. La programmation, l'automatisation, c'est quand même source de beaucoup d'économies d'énergie à terme. Est-ce que c'est facile pour, si on a des clims un peu anciennes, de mettre une programmation en place? Alors, il peut exister des appareils qui permettent du coup la communication entre les différentes climatisations, mais ça, ce sera vraiment le climaticien qui dira si c'est possible ou pas. Sur de très très anciens systèmes, j'ai peut-être des doutes. Sur des systèmes un peu plus récents, pourquoi pas, mais ça, faut le voir. Moi, je peux pas le dire maintenant, mais je sais que ça existe en tout cas. D'accord. Donc, ou changer le process, ou mettre un process en place, ou alors se renseigner, de s'approcher de son climaticien, ou les gens qui font des choses comme ça, l'histoire de voir comment on peut programmer, parce que comme ça, au moins... Voilà, ça peut être jusqu'à 10% de la consommation en fonction des besoins. Mais l'idée, voilà, le mot d'ordre de ces éco-gestes, ça va être toujours d'utiliser l'énergie de façon intelligente pour l'utilisation dont on a besoin, tout simplement. Du bon sens, on vient toujours à du bon sens. Et après, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait au niveau du chauffage, ne pas obstruer les climatisations, que ce soit les blocs internes ou les blocs externes, puisque l'objectif, c'est de lui permettre de fonctionner au mieux. Donc, on traite les clims comme le chauffage, finalement. C'est ça. En fait, un appareil d'ambiance climatique, chauffage ou climatisation, a besoin d'espace pour bien fonctionner. Il ne faut pas l'obstruer. J'avais le cas, du coup, d'une bouche interne d'une climatisation qui soufflait sur un écran plat. Donc, au final, on avait l'arrière de la boutique qui n'était pas assez refroidi, puisqu'en fait, l'air était renvoyé directement à l'extérieur. Donc voilà, c'est facile, on déplace l'écran et on peut les économiser. On décale l'écran de 90 degrés, mais c'est pas plus compliqué que ça. Pas besoin d'avoir des gros aménagements et au final, on fera des économies. Et puis, au niveau du confort interne, ce sera toujours mieux. Donc voilà, et ça peut être 20% du coût de la consommation. C'est un petit peu comme les réfrigérateurs. Donc l'idée, c'est qu'il faut au moins avoir 10 à 20 cm d'espace entre mon réfrigérateur et le mur pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse en fait évacuer la chaleur de façon simple, tout simplement. Ok. Et maintenant, on arrive sur la dernière partie. On arrive aux dernières parties sur les éco-gestes
Éclairage. C'est ça. Donc, l'éclairage, donc, un petit peu comme je l'ai mentionné, c'est quelque chose qu'on voit. On allume une lampe, on le voit, donc on constate qu'on consomme de l'énergie, ce qui n'est pas forcément le cas pour la climatisation, le chauffage, où c'est un petit peu plus diffus, c'est un peu moins perceptible. L'idée au niveau de cet éclairage, donc c'est pas forcément énormément de pourcentage de la consommation, même si ça peut être ça peut monter une vingtaine de pourcents sur certains sites. Je l'expliquerai un petit peu après avoir expliqué les éco-gestes. L'idée, c'est toujours entretenir les équipements, les dépoussiérer. C'est pareil pour le chauffage, la climatisation. La poussière, ça vient vite, il ne faut pas hésiter à dépoussiérer, puisque là... Oui, mais la poussière, tu peux la faire tout le jour, c'est l'horreur. C'est ça, mais au moins peut-être se l'indiquer, voilà, tout simplement au moment quand on nettoie la boutique. Ouais. Donc ça, c'est une question d'organisation. La plupart des éco-gestes sont des questions d'organisation, finalement. On va avoir aussi éteindre les lumières lorsque les locaux sont inoccupés. Et là, je vais revenir sur un point assez important, c'est qu'on éteint évidemment tout ce qui va être vitrine le soir. Une obligation réglementaire d'éteindre ces boutiques 1 heure après fermeture ou à partir d'1 heure du matin. Puis en plus, ça sert à rien. Voilà, on voit encore trop de boutiques qui sont éclairées la nuit. Littéralement, vous consommez l'ensemble de votre consommation d'éclairage x2. En fait, la jour x2, puisqu'au final, vous éclairez la même durée. Je peux ouvrir la porte et jeter l'argent par la fenêtre, c'est pareil. C'est ça, pour aucun service rendu. Donc, c'est de l'argent jeté par les fenêtres d'une certaine façon. Et puis, on a une pollution lumineuse qui est quand même importante. Et aussi, évidemment, ça réduit aussi la durée de vie de votre équipement. Ah. Ça la divise en deux si vous laissez allumer systématiquement. Donc ça, c'est ce qui représente le plus gros du potentiel d'économie d'énergie au niveau de l'éclairage. Donc, ça peut aller jusqu'à 30% de la consommation liée à l'éclairage en. Donc 30%, 13%, ouais. ça commence quand même à être pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. 13% par-ci, 30% par-là, 2% ça, au final, par-là. Faut ramener à l'ensemble. Et après, ce qu'on conseille aussi, ça va être du coup d'étudier l'éclairage de son entreprise, de son commerce, pour la bonne et simple raison que l'éclairage doit répondre à une fonction, mettre en valeur un produit, permettre de travailler sur un bureau. Et on ne peut pas tout mettre n'importe où. J'ai fait le cas, moi, d'une boutique où, littéralement, pour 50 mètres carrés d'exposition, on avait 150 LED. Tu rigoles? Non, c'est sincère. Donc, c'est beaucoup trop. Qui plus est, au final, ça fait, on rentre, on a vraiment l'impression d'être au soleil de midi. Versailles, c'est ça. Et qui plus est, sur certains choix de température d'éclairage, ça ne mettait pas du tout les produits en valeur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à voir. Donc, pas de bricolage. Donc là, on va pouvoir s'adresser aux spécialistes d'éclairage. On a des installateurs d'éclairage qui peuvent faire des études d'éclairage et après, on a des bureaux qui sont un petit peu plus spécialisés pour faire des études un peu plus poussées, mais ça dépendra en fonction de ses moyens. Après, on peut aussi aiguiller les gens sur quelle température est la plus propice pour éclairer tel ou tel type de commerce. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, les lampes, ça se choisit stratégiquement où ça se place. Ouais. Et puis, pour ceux qui veulent, qui vont s'installer, qui n'existent pas, où l'entreprise n'est pas encore créée, faites aussi appel, vous pouvez aussi faire appel aux architectes d'intérieur pour justement trouver les bons éclairages, déjà esthétiquement, mais aussi écologiquement. Effectivement. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, n'hésitez pas à faire appel aux experts. C'est ça. Et après, dernière chose au niveau de l'éclairage, il faut privilégier évidemment des couleurs claires qui ont tendance à plus réfléchir à la lumière que des couleurs sombres qui, elles, vont nécessiter plus de lumière pour paraître aussi éclairé, tout simplement. Ça, c'est du bon sens aussi, mais ça peut être dans les choix. Par exemple, quand on achète un local, on veut l'aménager, ça peut être des questions, vu qu'on a souvent de la peinture à refaire, ça peut être des questions qui peuvent se poser pour rendre pertinent un choix. Plus éclairé, ce sera un besoin d'éclairage moins, une ambiance plus chaleureuse aussi de façon générale. Et puis il n'y a pas aussi des peintures, comment ça s'appelle, isolantes? Si, mais après on n'arrivera jamais au niveau d'isolation. Non, mais ça peut être utilisé effectivement. Il y a aussi des peintures réfléchissantes pour tout ce qui va être toiture, quand effectivement il n'y a pas de possibilité d'isolation, puisque ça peut arriver aussi assez fréquemment sur des bâtiments en tôle. Bien, merci Guillaume. Alors, on va arriver au point de vigilance. Je suis sûre que tu peux nous en parler de quelques-uns. Hein. Voilà, bon, je vais commencer par le plus simple. On va commencer par le contrat d'énergie. Donc, le premier point de vigilance, ça va être de choisir un contrat qui puisse être le mieux adapté à vos besoins. En général, les fournisseurs d'énergie vont essayer d'estimer du coup vos consommations et vous fournir des contrats qui sont adaptés. En particulier, moi, ce que je demande, le point de vigilance, ça va être la puissance souscrite. Est-ce que j'ai besoin d'heure pleine, heure creuse? Ça, c'est des choses importantes.
Donc, la puissance souscrite, moins de 36 kVA, c'est ce qui va vous permettre d'être en tarif réglementé ou pas semi-réglementé. Supérieur à 36 kVA, c'est du tarif dit libre. J'ai une petite question. Est-ce que vous ou toi, Guillaume, tu aides à tu peux apporter ton aide quand on doit choisir son contrat ou alors quand on veut changer son contrat? Alors, plusieurs choses. Je peux un petit peu conseiller, voilà, en fonction du profil de l'entreprise, de la taille des locaux, on peut avoir une estimation de la puissance souscrite. L'idée, c'est sûr que ça va être principalement de dire est-ce qu'on peut prétendre au tarif réglementé ou est-ce qu'on va passer sur des tarifs libres. Puisque, à savoir une chose, c'est qu'au niveau du site du médiateur de l'énergie, on a, pour les entreprises, du coup, des indications, des prix de contrat pour du tarif réglementé. Donc moins 36 kVA. Donc, les gens, ils doivent aller sur le site du médiateur de l'énergie. Médiateur de l'énergie, un comparateur pour tout ce qui est tarif réglementé, donc moins 36 kVA. Après, sur du plus gros, on peut apporter voilà, un petit regard, mais dans tous les cas, s'il faut négocier des contrats, ce sera plutôt des courtiers vers lesquels il va falloir se tourner ou tout simplement regarder les fournisseurs et comparer leurs offres, mais il n'existe pas de comparateur officiel. Donc, notez bien, si vous avez donc des questions ou si vous voulez comparer vos contrats, allez-y sur le site du médiateur. Après, autre chose aussi, c'est au niveau, par exemple, de l'utilisation d'heures pleines, d'heures creuses, on peut voir si ça dépend de l'entreprise. Oui. Si on va avoir des process qui vont tourner en nuit, ça peut valoir le coup d'être en heures creuses, alors que si au contraire, on n'en a pas du tout, ça ne sert à rien. Ça servira forcément à rien, vous paierez un abonnement plus cher. Donc ça, ce sont des choses qui aussi vont rentrer dans la ligne de compte de comment l'entreprise va vivre, comment elle utilise l'énergie pour avoir un contrat qui soit le plus adapté à ses besoins. Et puis, ça va vous permettre aux chefs d'entreprise aussi de se poser la question, si je change ce process, si je déplace ce type de travail à un autre horaire, est-ce que ça vaut les coups et qu'est-ce que ça implique? C'est ça, l'acquisition d'une nouvelle machine aussi, puisque du coup, ça va tirer sur le réseau, donc on va pouvoir avoir une puissance appelée qui va être différente. Donc ça, c'est des choses à mesurer, mais si elle est en question, il ne faut pas hésiter à me contacter. Moi, je serai ravi du coup d'aider. Donc, on va passer un petit peu sur le second point. Une fois qu'on a sélectionné nos contrats, l'idée, et je sais que ça va faire un petit peu peur, c'est de mettre en place une comptabilité énergétique. J'allais le dire, parce qu'il y a encore une comptabilité. Alors déjà, on s'en sort à peine quand on est chef d'entreprise. Et en plus, comptabilité énergétique. Mais comment tu fais? Alors, l'idée, c'est que c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Une comptabilité énergétique, c'est chaque mois, on reçoit du coup les factures énergétiques en kilowattheure, pour le gaz ou l'électricité, donc c'est les PCI, le PCS pour le gaz. Alors, PCS. Vous pouvoir calorifique supérieur. Mais ça, c'est autre chose, c'est du détail un petit peu plus, mais dans tous les cas, c'est du kilowattheure, que ce soit le gaz ou l'électricité. L'idée, ce que je conseille, qu'on soit jeune créateur d'entreprise ou qu'on soit une entreprise déjà bien établie, en développement, bien stabilisée, ça va être de rapporter du coup, de reporter toutes ces valeurs dans des Excel pour savoir avoir un chiffrage du coup et faire des comparatifs d'année en année. Ça, c'est le premier niveau. C'est parfait, ça c'est pas. Ça, c'est pas extrêmement. Je saisis combien je consomme, combien je paye, etc. Ok, donc ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Ça permet d'avoir en un seul document l'ensemble de mes consommations. Le second niveau, qui est plus pertinent à mon sens, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Ça va être de lier ma consommation d'énergie avec l'activité de mon entreprise. Ah oui, parce que si je travaille plus, je consomme logiquement plus. Oui. Par exemple, je suis un restaurateur, plus je vais avoir de couverts, logiquement, plus je vais consommer d'énergie. On ne peut pas dire que c'est assez simplifié, mais ça tient la route en termes d'hypothèse. Et l'idée, ça va être donc qu'à terme, je puisse avoir par couvert, je dépense tant de kilowattheures. Comme ça, au final, cet indice, il ne va pas bouger sur la durée de vie de l'entreprise. Il va rester le même. Et il suffira de l'alimenter pour voir en fait que si ma consommation kilowattheure par couvert baisse, ça veut dire que je réalise des économies, je suis plus efficace dans mon utilisation. Et si elle augmente, à contrario, c'est que je suis moins efficace. Et là, on va pouvoir se questionner sur pourquoi je suis moins efficace. Parce que faire des économies d'énergie, ça implique nécessairement de compter l'énergie. On ne peut pas faire des économies sans savoir d'où on part. C'est un petit peu le principal. Alors, restons avec ton exemple du restaurant. Si maintenant j'achète une nouvelle machine ou autre, il faut que je modifie ma comptabilité énergétique, c'est ça? Non, puisqu'au final, ça dépend. Si on a une machine au final qui vient en remplacement d'une autre, non, j'ajoute. Évidemment, ça va consommer plus. Mais est-ce que c'était nécessaire au développement du besoin de l'activité? Si c'était le cas, oui. Mais ça, on peut le prendre en compte. On sait qu'on va consommer plus.
mais de combien on va consommer plus, c'est aussi quelque chose que cet indicateur nous permet de cibler. Parce que ça permet aussi d'estimer un petit peu le retour sur l'investissement de l'équipement, puisqu'on sait combien de plus ça nous fait dépenser par rapport à une moyenne, et ainsi de suite. D'accord. Le but, c'est pas d'empêcher une entreprise de se développer, mais voilà, qu'elle puisse savoir en fait comment elle l'utilise, et à terme, voilà, si c'est quelque chose qui se répand, pouvoir se comparer aussi aux autres. Ça, c'est quelque chose, ça permet aussi de rendre comparable, à moindre mesure évidemment, du coup, entre entreprises. Donc finalement, comptabilité énergétique, ça fait un peu peur quand on entend ça, mais finalement pas du tout. Non, et puis après, nous, on se propose aussi d'accompagner les entreprises, du coup, à la mettre en place. Donc, on les accompagne, c'est un travail qui est co-construit. Je mets un point d'orgue, du coup, à toujours faire des travaux, que ce soit dans Solutio ou cet accompagnement-là, des travaux qui soient co-construits. C'est une discussion pour que chacun puisse, du coup, apporter sa pierre à l'édifice et que l'entreprise reparte avec quelque chose dont elle est maître. Oui, parce que si c'est toi qui leur impose, il n'y a personne qui va adhérer. Non, c'est pas pertinent, ça perd en pertinence, la personne ne comprend pas à quoi ça sert et au final, ça sert à rien. Le but, c'est que on vous donne une compétence que vous pouvez maintenir. Si après, il y a d'autres questions, effectivement, je serai toujours là pour y répondre. Mais l'idée, c'est vraiment former l'entreprise à être autonome pour pas qu'elle revienne systématiquement sur ces questions. Ok. Alors, quand on va chercher un local et toujours dans un souci écologique, à quoi il faut faire attention à la recherche ou à l'achat ou à la location d'un local? Alors l'idée, premier point assez évident, ça va être de s'intéresser du coup à l'historique du local, à l'année de création, quelle est la surface, ce genre de choses, et surtout l'année de création va nous donner un petit peu le niveau d'isolation. Ouais, parce que si j'ai bien compris, tout ce qui était avant 90, c'est pas bon. C'est beaucoup moins isolé que ce qu'il y a actuellement. Voilà, donc il y a des exigences, savoir s'il y a des travaux qui ont été entrepris, et si oui, lesquels, s'il y avait de l'isolation, est-ce que l'isolation a été refaite, parce que c'est quand même des équipements qui n'ont pas 30 ans de durée de vie. Donc, au bout d'un moment, il va quand même falloir les changer puisqu'ils perdent en efficacité. D'autant plus si ça a pris l'humidité, c'est moins ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir de quoi on part, qu'est-ce qui a été fait, ça au niveau vraiment du bâti. On peut s'intéresser aussi au niveau des ouvertures à quelle est la qualité des menuiseries, des portes. Est-ce que c'est du double vitrage? Est-ce que c'est du simple vitrage? Quel est le cadre du coup des menuiseries? C'est du bois, c'est du PVC, c'est de l'aluminium. Tout ça, déjà, ça va nous donner un petit indice sur quelle est la qualité thermique de mon local, l'état général. Et après aussi, si par exemple il y a des chambres froides ou ce genre de choses, vérifier les jointures des portes. Ça, c'est quelque chose de très important. Les portes, ça s'ouvre, ça se ferme, et au fur et à mesure, les joints vont se dégrader. Et dans une chambre froide, si le côté hermétique l'isolation n'est pas maintenue, votre chambre froide, elle refroidit l'extérieur, et c'est rarement le cas. On revient à notre frigo, le frigo il a des joints aussi, c'est ça. Si là ils sont morts, ça sert à rien. Une chambre froide n'est pas censée consommer énormément, donc le but c'est vraiment de regarder si c'est bien fait, et si vous voyez des trous qui ont été perforés, rebouchés, en général, c'est pas bon signe, parce que du coup vous allez avoir le principal des déperditions qui ont été faites là. Ce qui va signifier qu'il faut changer la chambre froide. Alors changer peut-être pas, mais sûrement essayer de mieux l'isoler, de rajouter les jointures, ça se change assez facilement, mais faut voir après. Il y a des trous, des choses comme ça. C'est ça. Faut voir ce qu'on peut faire, justement. C'est là où il y aura peut-être des coûts un peu plus importants. Voilà, si vous avez 2 locaux, vous hésitez, si vous êtes une activité de restauration qui s'installe, s'il y en a un ou de la chambre froide, c'est des choses à regarder en fait. Bien sûr. Alors, si j'ai déjà un local ou si je vais chercher à m'installer dans un nouveau local, est-ce que là aussi, tu peux apporter des conseils Effectivement, ouais. Donc, sur l'acquisition de nouveaux locaux ou les déménagements, je peux moi me rendre sur place, estimer du coup ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait, pour que l'entreprise puisse aménager sereinement en ayant en tête du coup les dépenses qui se passeront. Voilà, on prend l'exemple, un local sans climatisation, un projet de climatisation, on va quand même attendre un petit peu de voir si c'est nécessaire ou pas. La climatisation, c'est quelques dizaines de milliers d'euros en général pour des locaux. S'il n'y a pas de climat à la base, ça ne va pas être aidé. Donc, on va regarder si c'est vraiment tenable ou pas. Et le cas échéant, moi, je privilégierais toujours des solutions qui sont un ventilateur. Le fer peut être très efficace sans forcément passer par une climatisation qui consommera moins cher. Donc, à voir.
Oui, donc il y a Ça dépend, voilà. des alternatives à une clim. Chaque situation ouais. est unique, par conséquent, elle nécessite une solution qui l'est tout autant. Ok, alors, explique-nous quels vont être les leviers d'amélioration de votre empreinte ou de notre empreinte carbone. Hein. Très bien, donc là, on va arriver vraiment, donc on est une entreprise, voilà, on a une volonté d'aller plus loin dans ce qu'on fait pour l'environnement, pour la maîtrise de l'énergie. Un des premiers points qui peut être assez facilement abordé, ça va être l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc effectivement, chaque fournisseur maintenant peut fournir un certain pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix énergétique que l'on reçoit. Par exemple, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Ça va être une énergie, alors on parle du coup vraiment du pur et dur, on pense forcément, ça peut être l'hydraulique, le solaire, donc solaire photovoltaïque, pas thermique, et du coup l'éolienne, par exemple. Parce que du bois, c'est renouvelable aussi. Le bois aussi, mais après c'est beaucoup plus rare d'avoir en général, le bois est plutôt utilisé pour les chaudières, les systèmes de chauffage, tout ce qui va être électrique, c'est pas forcément, il n'y a pas de centrale électrique biomasse, en tout cas pas à ma connaissance. Oui, parce que ça aussi, En fait, le bois rentre plutôt dans la chaleur renouvelable, du coup, qui est aussi une de mes autres questions. Ok. Mais je fais le distinguo, ça ne sert pas forcément à la production d'électricité, mais tout ce qui va être système radiateur, système d'eau chaude sanitaire. D'accord. Voilà, où on peut réfléchir à des problématiques d'autoconsommation. Donc là, ça sous-entend évidemment un projet photovoltaïque. Donc l'idée, c'est de regarder si la toiture ou le terrain est propice à l'installation de panneaux et à quel niveau, on pourrait être autosuffisant au niveau de la consommation d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite quand même une étude, puisque chaque entreprise, chaque profil de consommation d'entreprise ne va pas forcément être calcable sur l'autoconsommation. Donc ça, c'est des choses aussi, vous pouvez venir voir avec moi. C'est plus complexe, ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être étudié. On doit déjà avoir un profil de consommation pour savoir si l'autoconsommation est pertinente. Okay. On a évidemment du coup tout ce qui va toucher la vente de produits fabriqués à partir de matériaux renouvelables, recyclés ou réutilisés. Bon, ça, c'est un truc, c'est ça. Voilà, par exemple, si on fait de la confection, ce genre de choses, ça peut être une problématique, un intérêt, on va dire, quelque chose qui peut être pertinent. Le recyclage des produits vendus, ça, c'est un peu plus difficile à mettre en place, ça demande de l'organisation. Voilà, comme je le disais, c'est une partie qui va concerner si on veut aller plus loin, vraiment. Ah ouais, mais ça demande toute notre organisation. Voilà, c'est toute autre chose. On va avoir aussi. Mais par contre, excuse-moi de t'interrompre, quand je crée mon entreprise, tout au début du processus on peut y penser. de ma création, je peux intégrer cette réflexion. On peut vraiment commencer à intégrer cette réflexion, se donner un échelon, tout simplement, se dire à terme, je souhaite faire ça. Et commencer à y réfléchir maintenant, c'est mieux de préparer pour après. Alors, j'ai une autre question. Quelqu'un qui me dit, oui, d'accord, on peut envisager tout ça dès le départ, mais ça a un certain coût. Est-ce que là, comment je peux financer ça? Ah, mais ça, après, si c'est réfléchi, on peut répartir les coûts. L'idée, c'est de ne pas arriver à terme sur le moment, je veux le faire. Voilà. Si on commence déjà à y réfléchir, on peut commencer déjà à planifier quel coût ça va avoir, comment je vais me débrouiller. Le but, c'est toujours de commencer à réfléchir. C'est pour ça que c'était vraiment pour aller plus loin, dans une volonté d'aller plus loin. Et puis la personne, elle me dit, et les aides? Là, sur ce type-là, sur de l'utilisation de l'économie circulaire, il y aura sûrement des aides ADEME qui peuvent être pas mal sur la circularisation des produits. Après, autoconsommation, on va avoir une aide. Du coup, si on choisit le régime, donc autoconsommation, on a une aide d'EDF là-dessus. Par contre, il faut venir nous voir du coup pour les différents critères, en particulier au niveau des installations. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, on ne signe rien. On ne signe rien. Et on va voir Guillaume. On peut discuter de votre projet, ce sera mieux. Au niveau aide pour l'énergie renouvelable, proprement l'acheter, on ne pourra pas, puisque là, ça c'est un contrat d'énergie classique. Les contrats d'énergie ne sont pas aidés. Et après, faut voir. C'est parce que les matériaux renouvelables, recyclés ou réutilisés, parfois certains coûtent moins cher. Donc il y a aussi une logique, on peut gagner de l'argent d'un côté qui nous permet de financer autre chose. C'est pour ça que ça doit être pensé dans son global à un moment donné. D'accord. C'est pas quelque chose qui s'improvise, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, là, quand on a déjà son entreprise ou quand on crée son entreprise, là, il n'y a pas de place. Ça doit rester en tête et ça doit être effectivement réfléchi. D'accord. Et donc, on arrive, ça j'adore toujours, 30 millions de labels, de certifications. C'est ça. Donc l'idée, c'est un petit peu de balayer quelques labels connus qui existent actuellement. Donc on va avoir le premier label qui est le label Bicorp, qui va être lui attribué aux entreprises qui s'engagent dans les préoccupations sociales et environnementales. Donc on n'a pas que l'environnement qui compte, la RSE, c'est responsabilité
sociétale et environnementale des Donc, il entreprises. faut toujours voir C'est la les deux, globalité. voilà, prendre des apprentis, les personnes en insertion, les personnes en situation de handicap, tout ça, ça compte. On va avoir un label Lucie 26000 qui atteste de la responsabilité sociétale d'une entreprise. Le label engagé RSE de l'AFNOR qui permet d'évaluer la maturité des démarches RSE. Donc l'idée, c'est que on voit un petit peu qu'il y a pas mal de labels. Mais chaque label n'est pas forcément pertinent pour tout le monde. Là encore, l'idée, si vous avez des questions, venez nous voir et on peut regarder en fonction de votre activité qu'est-ce qui est pertinent. Je parlais au début du label Clé Verte, ça va plus être à destination des entreprises qui font du tourisme, de la restauration. Le label Imprime Vert, plutôt pour les imprimeurs. En vol, on va déjà toucher des petites industries, voire des industries un peu plus grandes. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, si je veux avoir un label, si je veux être labellisé ou si je veux avoir une certification, ça demande du temps. C'est ça. C'est de l'argent, c'est de l'énergie. C'est du temps, effectivement, puisque ce sont des choses, voilà, encore une fois, au même titre que ce qu'on a vu précédemment sur les leviers pour améliorer l'empreinte carbone, ça, ce sont des démarches qui se décident vraiment sur du long terme. Ouais. Là où tout ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant sur la maîtrise de l'énergie, c'était des choses qu'on pouvait faire concrètement à l'instant T. Ça, c'est des choses qui sont plus engagées sur la durée, tout simplement. Et puis, il faut réfléchir, est-ce que ça vaut le coup que je m'engage dans une démarche aussi… Oui, il y a une question de la pertinence. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'avoir une image de marque? Est-ce que j'ai envie d'en faire plus? Enfin, c'est vraiment des choses qui sont pertinentes. Voilà. J'ai une demande quelqu'un qui me demande, c'est hormis donc pour le tourisme, est-ce que c'est pertinent de demander tout de suite un label alors que je suis tout au début de… Non, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment, faut peut-être commencer à y réfléchir. L'idée, c'est pas de vous jeter dedans directement. Pour moi, le plus important quand on est créateur, porteur de projet comme ça va être vraiment de se développer, de s'installer et de voir si c'est pertinent. C'est une question qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu en penses? À partir de quel moment de la vie d'une entreprise il pourrait être intéressant de demander ou de démarrer le processus de labellisation ou de certification? Ça va être assez compliqué à déterminer puisque je pense que ça dépend aussi de chacune des entreprises. Admettons, je vais prendre un exemple, donc je suis assez suggestif, mais je suis une entreprise du coup qui traite en général avec des grands comptes. Je suis un prestataire du coup pour d'autres entreprises. L'idée, c'est que par exemple, dans des appels d'offres, on va pouvoir intégrer des critères RSE. Et c'est là où va peut-être falloir que je commence à me renseigner sur comment je peux améliorer mon impact ou est-ce que je peux me labelliser là-dedans pour pouvoir répondre à ces appels d'offres et de ne pas perdre de marché ou au contraire en gagner. Donc ça peut être dans une phase où l'entreprise se développe, elle cherche à conquérir de nouveaux marchés, comme ça peut être dans une phase où elle est déjà bien installée et là, elle veut conforter sa place, conforter son image. Donc vraiment, ça dépend des objectifs aussi de l'entreprise. Quelle est sa vision sur le long terme? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et il y a un coût. Oui, ça effectivement, les labels, alors j'ai aucune idée de tout du prix dans l'ensemble, mais effectivement, oui, il y a un coût et surtout qu'un label, c'est renouvelable. Il y a des contrôles qui sont effectués systématiquement. Une fois qu'on l'a, voilà, une fois qu'on l'a, il faut le renouveler. En général, c'est la première année, c'est un renouvellement dès la première année. En général, c'est pour Clé Verte, par exemple, c'est tous les 2 ans ensuite. Mais tous les 2-3 ans, pardon. Mais voilà. Donc, ne vous lancez pas dans une quête de labellisation ou de certification aveuglement parce que vous dites que c'est bien. Il faut que ça fasse partie de votre stratégie à long terme. Il faut dédier une personne qui va gérer ça parce que bout d'un moment, c'est assez lourd. Et puis… Mais on peut faire des choses sans être labellisé. C'est aussi pour ça qu'on a indiqué tous les points auparavant. Le label rentre vraiment dans une logique de développement, de gain de marché, ce genre de choses. Là où vous pouvez avoir une très bonne gestion de l'énergie sans être labellisé. Donc, c'est-à-dire que vous aurez un impact minime sur l'environnement sans pour autant le crier sur tous les toits. D'ailleurs, on vous a donné assez de tips et des conseils pour le faire très rapidement et pour le mettre en place très facilement sans dépenser une fortune. C'est ça, pour le coup, la plupart des choses indiquées ne nécessitent pas d'investissement. Bien, on arrive déjà, le temps passe vite, hein, on arrive déjà à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup, Guillaume, c'était fort intéressant ce que tu avais dit aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir participé à notre webinaire de ce matin. Je vous donne rendez-vous vendredi 6 octobre, toujours dans le cadre de notre semaine thématique. Et là, nous allons parler de la mobilité décarbonée. Ben tiens, on va en voir, à mon avis, 2 surprises, parce que c'est un vaste sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, bon appétit, et puis à vendredi.